Installé devant le beau plat de Lot à l'armoricaine, préparé par Ernest, Clément joue avec sa fourchette sur le rebord de son assiette. Il a cette habitude-là avec sa sœur et son frère, se retrouver de temps à autre pour déjeuner tous les trois avec leur grand-père. L'occasion pour eux de faire le point, d'échanger, de partager. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas, Clément. Tu parais bien sombre, je me trompe. Non, désolé, je n'y arrive pas en ce moment. Je n'arrive pas à trouver l'inspiration. Tout ce que je fais me déplaît ou ne me correspond plus. C'est comme si je ne percevais plus rien. J'ai l'impression que je ne réussirai plus jamais à créer de pièces singulières, comme si j'avais tout donné pour ma dernière exposition. J'ai toujours douté dans ma vie, et de tout, mais là, ça prend des proportions inimaginables. La source s'est-elle tarie? Dois-je aller chercher l'impulsion et l'enthousiasme ailleurs? Et puis, il faut que je déménage. J'ai peut-être trouvé un appart et, évidemment, je dois donner rapidement ma réponse. Mais est-ce que je m'y sentirais vraiment bien? En gros, c'est le bordel dans ma tête. Clément a toujours douté de la destination de ses vacances, de ses lieux de vie, de ses choix amoureux, de son talent. Son succès en tant que sculpteur n'a pas réussi à l'apaiser, loin de là. Il fait partie de ces gens qui doutent, et ça lui est infernal. Souvent, ça le ronge. L'hésitation, la peur de se planter, de passer à côté de soi, de sa vie. Il aimerait tant se débarrasser de ce poison, de cette manière d'être au monde handicapante. Apprendre à en circonscrire la progression. Souvent, il s'interroge. Comment font les autres? Quel est leur secret pour ne pas être traversé par le doute comme lui? Il aimerait bien trouver une recette toute faite, disposer d'un modus operandi. Il s'étonne toujours devant son frère, de quelques années plus jeune que lui, qui lui paraît en toutes circonstances sûr de lui, pragmatique. Antoine ne se pose pas mille questions une fois une décision prise et, surtout, il sait en prendre. Clément donnerait beaucoup pour lui ressembler de temps en temps. J'aimerais bien trouver la clé pour ne plus être habité par le doute tout le temps. C'est épuisant. Tu sais, Clément, je crois surtout que ce doute fait partie de ta personnalité, de ta sensibilité, lui répond Pénélope. C'est peut-être le prix à payer. Peut-être vaut-il mieux que tu l'apprivoises plutôt que de lutter enfin, que tu apprennes à vivre avec, plutôt que de vouloir l'évincer à tout prix. Lutter contre et t'épuiser. Regarde la tête que tu as en cherchant absolument à t'en débarrasser. J'ai l'impression que ça ne fait que le renforcer tant ton attention est focalisée dessus. Sans doute tu as raison, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est parfois un compagnon bien trop encombrant. Je comprends, mais je pense qu'il te faudrait peut-être changer ta façon de l'envisager. En faire un allié, une sorte de conseiller. Après tout, quand il s'éveille, il t'indique quelque chose qui pose problème, une difficulté qui demande à être résolue. Tu pourrais plutôt le voir comme une sorte de boussole intérieure. Je reconnais bien là ton optimisme, soupire Clément en riant. Pénélope a raison, Clément, même si je crois que quand le doute s'empare de toi, il n'y a pas forcément un réel problème derrière, surenchérit Antoine. Ah oui, toi évidemment tu n'as pas ce genre de soucis. Je t'explique juste ma manière de voir les choses. À mon avis, le problème émane surtout de la pensée qui a émergé en toi et qui a créé ce doute. Quand tu te
tu cherches à t'en débarrasser. Comme Pénélope, je pense qu'il faut simplement que tu changes le regard que tu portes dessus. Quand le doute monte en toi, c'est que tu te donnes le choix. Et avoir le choix, c'est la plus grande des libertés. Tu devrais te réjouir de ressentir ce doute, c'est le premier pas vers la liberté. Clément n'avait jamais considéré les choses ainsi. Très vite, des images le submergèrent, des moments de sa vie où il s'était en effet autorisé à avoir le choix. Et c'est vrai que ces épisodes étaient synonymes de liberté. Comme toujours, Ernest était la voix de la sagesse. Clément savait qu'il ressortait un peu plus grand, un peu plus nourri, à chacune de leurs rencontres. Ses doutes du moment ne s'étaient pas évaporés, mais il avait l'impression que ses épaules s'étaient détendues, que le souffle circulait plus spontanément en lui. Que vous inspire cette histoire? Faites-vous aussi partie de la tribu des gens qui doutent? Cette manière d'être au monde vous apparaît-elle comme un frein ou comme un gage d'inspiration, un moteur? J'enchaîne avec la deuxième histoire. La deuxième histoire s'appelle Le chant de la source ou Donne-toi en premier. À l'orée de la forêt, juste avant que les arbres se fondent en masse, se tient une ferme. Une jolie longère se granit au toit d'ardoise. Sur la façade, le lierre dessine de belles volutes. À l'arrière de la maison, les hortensias sont les maîtres. Rose, bleu, violet. Leur palette est somptueuse, les dégradés subtils. À notre approche, Claudine sort sur le pas de la porte. De son visage sillonné de rides jaillit un immense sourire. Venez, entrez, je vous attendais. Bonjour Claudine, je suis si heureuse de te voir. Tiens, je te présente mon amie Jeanne dont je t'ai parlé. Bienvenue. Bonjour Jeanne, Louise m'a beaucoup parlé de toi. Une douce odeur de tilleul emplit la maison, odeur à laquelle se mêlent de délicieuses effluves. Oh Claudine, tu as préparé ton fameux gâteau. Eh oui, crème de marron et chocolat. Je sais que tu en raffoles, Louise, répond-elle en s'emparant aussitôt d'une belle tarte pour nous servir. Merci Claudine, ça a l'air délicieux. Quelle chance vous avez de vivre ici, si près de la nature, s'exclame Jeanne. J'y pense de plus en plus. Quitter Marseille, la grande ville, la pollution, pour nous rapprocher de la campagne. Surtout pour les enfants. Pourquoi surtout pour les enfants? Et pour toi? Pour toi, tu en penses quoi? La coupe aussitôt Claudine dans un sourire. Eh bien, pour moi, je me dis que ce serait bien aussi. Un rythme plus calme, j'y aspire vraiment. C'est juste que j'ai déjà tellement bataillé pour construire un cercle social dans une ville qui n'était pas la mienne au départ. Quand on est arrivé à Marseille il y a quelques années, tout n'a pas été simple, loin de là. Maintenant, j'ai mes repères, mes amis, mon socle. À l'idée de tout recommencer, je panique, je prends un peu peur. Tu sais,
je ne suis pas sûre de bien te suivre. Oui, je le vois à tes grands yeux écarquillés. On a toujours l'impression que se servir en premier est synonyme d'égoïsme. Pas du tout. Pas du tout, même tout le contraire. Comment imaginer pouvoir aider les autres si tu es toi-même asséché, essoufflé? Comment imaginer rendre heureux des enfants en faisant un choix qui t'ampute d'une partie de toi-même? Ils n'ont pas besoin d'une mère sacrificielle. Regarde, je vais te donner un exemple concret. Dans un avion, en cas de grave turbulence ou de perturbation, les consignes sont claires. L'adulte doit d'abord mettre son masque avant d'aider son enfant ou une personne vulnérable à nouer le sien. S'il aide d'abord son enfant et fait un malaise, s'il n'est plus capable de mettre son propre masque, que se passera-t-il? Ah oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. L'exemple est parlant, n'est-ce pas? À l'échelle de la vie, c'est la même chose. Il convient de se donner d'abord à soi-même. Je ne dis pas que tu fais fausse route en imaginant te rapprocher de la nature. Je trouve même que c'est une excellente idée, mais peut-être faut-il que tu te poses les bonnes questions. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle, ça paraît tellement contre-intuitif. Et pourtant, le véritable instinct, c'est bien celui-là. C'est ce que nous enseignent les arbres qui peuplent la forêt. La terre se sert d'abord avant de donner aux racines, à la sève, aux bourgeons, aux feuilles. Allez vous promener dans les bois tout à l'heure, observez les arbres, vous verrez. Quand on ne se donne pas ce dont on a besoin, on attend des autres qui nous abreuvent. S'ils ne répondent pas à cette quête silencieuse, on a l'impression qu'ils ont une tête envers nous. On nourrit de la déception, de l'amertume. Ce n'est bon pour personne. Tu souris, Louise, je te vois, mais je me souviens d'une conversation similaire avec toi il y a quelques années. Tu as mis du temps avant d'entendre cette grande règle de la nature pourtant fondamentale. Donner et recevoir en équilibre. C'est vrai, je me souviens très bien de la première fois qu'on en a discuté ensemble. J'étais très dubitative. J'avais l'impression que c'était de l'égoïsme pur et dur de fonctionner ainsi. Puis, petit à petit, la leçon avait son chemin en moi. J'ai commencé à y voir du sens. Et depuis, je m'emploie à l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Du moins, j'essaye. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, ce serait mentir, mais de plus en plus, je vois que ça porte ses fruits. Comment ça, questionne Jeanne? Eh bien, j'ai la sensation d'être plus alignée, mieux avec moi-même. Avant, j'avais souvent l'impression de beaucoup donner aux autres, de me dévouer, et je me disais que les autres ne voyaient pas toujours ce que je faisais. J'en ressortais épuisée et parfois aussi déçue.
comment?